Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour la review de WWE Super Showdown, le troisième show de la WWE en Arabie Saoudite. Et donc déjà avant de commencer la review, je vais faire quelques remarques. D'abord, je tiens à dire que pour ceux qui aiment pas quand je suis négatif par rapport à la WWE et quand je critique, vous devriez arrêter de regarder la vidéo tout de suite parce que forcément je vais pas mal critiquer le show d'hier soir dans le sens où il était assez horrible. Après, il faut comprendre que je ne vais pas être négatif, mais je vais être réaliste. Je vais donner mon point de vue sur les événements d'hier soir en tant que fan de catch depuis plus de 25 ans et en tant qu'organisateur d'événements en tant que producteur. Et je peux vous dire que hier soir, il y avait de nombreux problèmes. Ensuite, la seconde remarque que j'aurais à faire, c'est que j'ai ouvert la chaîne depuis 1 an et demi à peu près, et durant ces 18 derniers mois, j'ai fait des reviews de shows WWE, NXT, AEW, New Japan et Ring of Honor. Et honnêtement, depuis ces 1 an et demi, c'est le pire show de catch d'une fédération majeure que j'ai pu voir. D'ailleurs, on va être honnête, en fait, hier soir, c'était vraiment l'exemple d'un show de divertissement sportif, de sports entertainment, comme le dit Vince McMahon. C'était pas du catch, c'était pas du pro wrestling. Honnêtement, il y a eu très peu de catch hier soir. Donc je vais être très rapide sur certains matchs parce que parfois il n'y a absolument rien à dire. Et on va surtout se concentrer sur le main event. Le main event qui malheureusement a été une catastrophe totale. Donc c'est parti, on commence avec le kick-off. Lors du kick-off, on avait le droit à un match. C'était les Revival contre les Usos. Honnêtement, ça a été un match assez rapide, 7 minutes. Et au final, c'est les Usos qui ont remporté le match avec un double super kick sur Dash Wilder. À ce moment-là, les commentateurs nous ont précisé qu'il faisait environ 40 degrés sur place. Donc clairement, ça a été un facteur assez important hier soir, car ça a dû jouer sur l'énergie et la performance des catcheurs. Mais je veux dire, c'est pas assez pour expliquer la qualité assez moyenne de la plupart des matchs. Et donc on passe à la carte principale. Comme d'habitude, d'abord on a eu pour 3 milliards d'euros de feux d'artifice. Et ensuite, on a commencé avec le match pour le titre universel entre Seth Rollins et Baron Corbin. Et en fait, durant tout le match, Baron Corbin était détestable parce qu'il n'arrêtait pas de se plaindre auprès de l'arbitre. Il n'arrêtait pas de dire à l'arbitre qu'il ne comptait pas assez rapidement et qu'en fait, plusieurs fois, il y avait des comptes de 3, mais que l'arbitre était trop lent. Et honnêtement, Baron Corbin a très bien joué son rôle parce qu'il était vraiment détestable, il faisait vraiment bien la peste. Et vers la fin du match, à un moment, il n'en pouvait plus, donc il est sorti à l'extérieur du ring et il a attrapé une chaise. Il voulait attaquer Seth Rollins avec une chaise. Mais à ce moment-là, quand il est remonté dans le ring, l'arbitre l'a arrêté et il lui a dit: écoute, si tu frappes Rollins avec une chaise, je vais devoir te disqualifier et donc automatiquement tu ne vas pas remporter le titre. Donc réfléchis. À ce moment-là, Corbin a accepté de lâcher la chaise, mais il s'est à nouveau énervé contre l'arbitre et il lui a ordonné d'arrêter de lui dire ce qu'il doit faire. Mais le problème, c'est que Baron Corbin se concentrait trop sur l'arbitre pendant tout le match et à la fin, ça lui a joué un mauvais tour car Seth Rollins en a profité pour lui porter un roll-up et il a remporté le match. Donc là, forcément, Baron Corbin a pété un câble parce qu'en fait, il s'est fait surprendre par Rollins juste parce que, comme un con, il s'est trop occupé de l'arbitre. Du coup, tout de suite après le match, quand Seth Rollins s'est relevé, il lui a porté son End of Days, puis il l'a laissé au milieu du ring. Et à ce moment-là, devinez ce qui s'est passé. La musique de Brock Lesnar a retenti et on a eu le droit à l'arrivée de Brock Lesnar avec Paul Heyman et avec la mallette Money in the Bank. Et en fait là, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un petit angle. Quand Paul Heyman a essayé de rentrer dans le ring, il a trébuché et il est tombé. Mais en fait, c'était prévu, car le but était de faire croire que cela a distrait Brock Lesnar, et pendant ce temps, Seth Rollins en a profité. D'abord, il a porté un low blow à Brock Lesnar, donc il lui a mis un coup dans les guirlandes, et là, Seth Rollins a attrapé la chaise, et il s'est défoulé sur Brock Lesnar. Je peux vous dire qu'il s'est fait plaisir. Il a mis plusieurs coups de chaise assez violents sur le dos de Lesnar. Et à un moment, il a même commencé à frapper les bras de Lesnar. Il lui a explosé le coude. C'était assez violent. Et c'était bien joué en fait. Tu sentais la haine de Seth Rollins. Seth Rollins qui ne veut pas perdre son titre universel. Et surtout pas contre Brock Lesnar qui ne le mérite pas selon lui. Et donc Rollins a terminé en portant son stomp sur Brock Lesnar sur la mallette Money in the Bank. Et il est parti en laissant Lesnar inanimé dans le ring. Donc voilà, Lesnar n'a pas pu encaisser à ce moment-là et il retourne en coulisses avec sa mallette. Il était clairement assez énervé, notamment contre Paul Heyman, car si Paul Heyman n'avait pas trébuché, Brock Lesnar à ce moment-là aurait pu encaisser son contrat Money in the Bank. Et donc à ce moment-là, comme je l'ai mentionné sur mon compte Twitter, @lecatchclub, je pensais qu'on allait revoir Brock Lesnar plus tard dans la soirée. Et là, je vous avoue que pour le moment, j'étais encore assez positif par rapport au show, mais à partir du second match, petit à petit, ça va clairement devenir de plus en plus compliqué. Donc le second match, c'était le match pour le titre intercontinental entre le champion Finn Balor et Andrade. Et donc première remarque, dans ma vidéo prono pour WWE Super Showdown, j'avais dit que j'avais hâte de voir Zelina Vega, mais parce qu'en fait elle me fait perdre la tête. Donc pendant ma vidéo prono, pendant un moment j'avais oublié qu'on était en Arabie Saoudite, et que du coup en fait Zelina Vega n'était pas là. Donc tristesse. Et seconde remarque par rapport au match, on avait le droit à Finn Balor, le démon.
Et petite remarque par rapport à ça, je vous avoue que je trouve que c'était un petit peu tôt pour ramener le démon en fait, et que la WWE a totalement gâché la signification du démon. Le démon en fait ça devrait être un petit peu l'armure de super-héros de Finn Balor, et il devrait l'utiliser que dans des cas extrêmes. Donc par exemple dans les derniers matchs d'une rivalité, mais pas aussi tôt dans une storyline, ou alors par exemple dans un match pour le titre, comme son match contre Brock Lesnar il y a quelques mois, où il n'était pas venu en démon alors que clairement il aurait dû venir en démon. Et il aurait dû gagner le match surtout. Donc voilà, c'est un petit peu dommage parce que la WWE aime vraiment le marketing, elle aime faire de l'argent, et il y a beaucoup de choses à faire avec ce démon, mais ils ont totalement gâché la signification en fait, le symbole que représentait ce démon. Et comme je l'avais dit dans ma vidéo prono, je m'attendais à un grand match, je m'attendais potentiellement au meilleur match de la soirée, et je voulais qu'ils leur donnent au moins 15-20 minutes. Mais au final, ils ont eu à peu près 11 minutes, et on va dire que c'était un match correct, mais c'était un match qu'on peut souvent voir à SmackDown, donc rien de particulier, rien d'exceptionnel, et au final, c'est Finn Balor qui a remporté le match avec son coup de grâce. Le troisième match de la soirée, c'était le match entre Roman Reigns et Shane McMahon, accompagné par Drew McIntyre. Et en fait, moi, j'ai commencé à le ressentir vraiment à partir de ce match, la foule était totalement morte. Elle n'existait pas, elle ne faisait pas de bruit, c'était vraiment affolant par un moment. Et déjà, il faut savoir qu'il y avait toute une partie de l'arène qui était vide, mais c'était une partie de l'arène qu'on ne voyait pas à la caméra forcément, car la WWE fait toujours en sorte de filmer les parties de l'arène où il y a du public. Mais là, honnêtement, et j'avais déjà fait cette remarque il y a très longtemps dans une ancienne vidéo, c'est là qu'on voit à quel point le public est important dans un show de catch, et le public fait même 75 voire 80% du show en fait. Parce que vous avez beau mettre les deux meilleurs catcheurs au monde dans le ring, si vous n'avez pas un public en folie autour, le match sera nul. Et c'est ça toute la magie du catch en fait, c'est que le public a un rôle majeur dans le show, le public est acteur dans le show et il a même une voix, il peut lancer des chants, il peut dire ce qu'il souhaite durant le match. Pour vous dire à quel point elle était silencieuse, on entendait des machines en fait, on entendait la ventilation ou l'air conditionné, je sais pas ce que c'était, mais on entendait la ventilation dans le stade plus que les fans. Et honnêtement, j'expliquerai ce manque de réaction du public par le fait que le public en fait ne connaît pas trop le produit actuel de la WWE, et c'est pour ça en fait que tu vas plus les entendre gueuler lors du match Triple H contre Randy Orton ou Undertaker contre Goldberg, parce qu'ils connaissent en fait les anciennes grosses superstars d'il y a 10 ans ou 20 ans, mais ils ne suivent pas forcément le produit actuel. Du coup, on a eu le droit à un match d'une dizaine de minutes, et forcément on a eu le droit à plusieurs interventions de Drew McIntyre, et d'ailleurs à un moment quand l'arbitre était distrait, Drew McIntyre en a profité pour porter son Claymore Kick sur Roman Reigns, et ensuite Shane McMahon l'a couvert pour la victoire. Donc Shane McMahon qui bat le Miz, qui bat Roman Reigns, en ce moment Shane McMahon c'est un des meilleurs catcheurs de la WWE carrément. Ensuite, très rapidement, le quatrième match, c'était le match handicap entre la Lucha House Party et Lars Sullivan. Et donc la Lucha House Party n'avait le droit de laisser qu'un membre dans leur équipe dans le ring contre Lars, et à chaque fois, ils devaient faire le tag pour faire rentrer un autre membre de l'équipe. Sauf qu'au bout de 5 minutes, les 3 membres de la Lucha House Party sont rentrés dans le ring, et ils se sont acharnés sur Lars Sullivan. Donc au final, ils se sont vengés de Lars Sullivan, mais ils ont été disqualifiés. Donc c'est Lars Sullivan le vainqueur du match. Et donc après le match, la Lucha House Party a quitté le ring, mais à ce moment-là, Lars Sullivan s'est relevé, et il les a rattrapés, et il s'est vengé à son tour en explosant les 3 catcheurs sur la rampe d'entrée. Le cinquième match de la soirée, c'était Triple H contre Randy Orton, et donc là honnêtement je vais pas donner forcément mon avis, mais je vais donner un avis que j'ai retrouvé beaucoup sur Twitter hier soir. J'ai vu beaucoup de fans dire que le match était trop long, il a paru interminable. Après moi je vous avoue que c'était exactement le genre de match auquel je m'attendais. Je savais que malheureusement vu que ces deux catcheurs sont des catcheurs assez ordinaires, on n'allait pas assister à un match génialissime. Comme je l'ai dit dans ma vidéo prono, ces catcheurs sont vraiment meilleurs quand ils affrontent des adversaires qui ont des styles différents des leurs. Mais là on avait le droit à un affrontement entre deux styles un petit peu trop similaires, et j'ai vu que beaucoup de fans essayaient de les défendre en disant que c'est leur style d'être lent, etc. Mais non, honnêtement c'est pas un style que d'être lent, par contre c'est un style de construire les matchs pour vouloir petit à petit faire augmenter l'intensité. Mais hier soir, honnêtement, non, ce n'était pas le cas. Hier soir, c'était assez mauvais, je trouve, personnellement, dans la construction. Donc voilà, je comprends qu'il y a des fans qui arrivent pas du tout à être objectifs et qui veulent tout le temps absolument défendre leur superstar préféré. Mais voilà, moi, je préfère être réaliste et vous dire que parfois, ça arrive d'avoir un mauvais match. Ça arrive à tout le monde. Et je veux dire, vaut mieux le regarder en face plutôt que d'essayer de le cacher. Donc voilà, hier soir, c'était pas un des meilleurs matchs de la carrière de Triple H ni de Randy Orton. Mais par contre, au moins, le point positif, c'est que c'est bien Randy Orton qui a remporté le match. Et c'est clairement Randy Orton qui a besoin d'une victoire actuellement. Parce que Randy Orton est un gros nom. Randy Orton est quelqu'un qui peut encore apporter énormément du côté de SmackDown. Donc voilà, j'espère que cette victoire va signifier un push pour Randy Orton. Et d'ailleurs, ce match aura eu le mérite de réveiller la foule. Parce qu'à la fin, en gros, on a eu de grosses séquences avec les finishers des deux catcheurs. Et comme je vous l'ai dit, vu que la foule a l'air de connaître seulement les anciens catcheurs, eh bien ils connaissent le pedigree, ils connaissent le RKO. Et donc ce sont les quelques prises et les quelques moments qui les ont réveillés. Le sixième match de la soirée, c'était Braun Strowman
contre Bobby Lashley, la rencontre des monstres. Et honnêtement, je n'ai littéralement rien à dire. On a eu un match de 8 minutes, quelques grosses prises, mais honnêtement, les deux lutteurs avaient un petit peu l'air de galérer. Et pour la peine, là, je vais accepter l'excuse de la chaleur, parce qu'on est sur des gabarits différents des autres catcheurs de la WWE, et j'imagine que pour eux, c'est assez différent. Et au final, c'est Braun Strowman qui a remporté le match, après 2 ou 3 Power Slam. Le 7ème match de la soirée, c'était le match pour le titre WWE entre le champion Kofi Kingston, accompagné par Xavier Woods, contre Dolph Ziggler. Et à un moment durant le match, alors que tous les catcheurs étaient à l'extérieur, Dolph Ziggler a porté un super kick à Xavier Woods. Mais quelques instants plus tard, pour se venger, Xavier Woods a porté un coup de pied à Dolph Ziggler, et Kofi Kingston a enchaîné avec son Trouble in Paradise pour la victoire. Donc vainqueur et toujours champion, Kofi Kingston. Et il faut savoir qu'après le match, Dolph Ziggler a été interviewé, et il a demandé un match revanche contre Kofi Kingston, mais dans une cage cette fois-ci, pour éviter les interventions extérieures. Ensuite, le 8ème match de la soirée, c'était la bataille royale avec 50 catcheurs. Et donc pour info, si vous vous demandez où sont tous vos catcheurs préférés qui ne sont pas utilisés actuellement, eh bien ils étaient dans cette bataille royale hier soir. Vous avez pu voir tous les noms qu'on ne voit plus trop à l'écran actuellement, dont un nom qui m'a brisé le cœur, c'est Shinsuke Nakamura. Donc voilà, je vais pas vous citer les 50 catcheurs qui étaient dans le match, je vais pas vous décrire le match, c'est impossible. Tout ce que j'ai à dire, c'est qu'on a eu le droit à une belle blague, potentiellement la meilleure blague de la soirée. Car en gros, les 8 derniers catcheurs dans le ring étaient The Miz, Elias, Ali, Bobby Roode, Samoa Joe, Cesaro, Ricochet et Mansoor. Et donc là, logiquement, vous vous dites que vous ne savez pas qui est Mansoor. Eh bien, sachez que moi non plus, et en gros, personne ne savait qui était Mansoor. À la base, je me suis demandé si c'était peut-être le fils de Gorilla Mansour. Mais en gros, en fait, Mansoor, c'était le catcheur local. C'est un catcheur saoudien qui est sous contrat avec la WWE du côté de NXT. Et donc, en fait, ils l'ont amené pour faire plaisir au public. Mais honnêtement, je pensais pas qu'ils allaient lui donner la victoire. Et plus le match avançait, et plus tu commençais à te rendre compte qu'ils avaient l'air sérieux, ces cons. Et au final, on s'est retrouvé avec Elias et Mansour comme 2 derniers catcheurs dans le ring. Et c'est Mansour qui a éliminé Elias et qui a remporté la bataille royale de 50 catcheurs. Je ne sais pas quoi dire. Je ne sais pas quoi dire. Je ne vais rien dire. Honnêtement, je ne vais rien dire et je vais vous laisser avoir votre propre avis. Parce que peut-être que ça a fait plaisir à certains de voir ce beau moment, de voir un local qui gagne chez lui. Mais non, moi honnêtement, j'ai pas aimé. Parce que si à la limite c'était un local crédible, quelqu'un qu'on connaissait, ok, tu vois ce que je veux dire. Mais là, on nous sort un poids léger qui sort de nulle part, qui est plus ou moins un sosie de Mustafa Catch Club en plus. Donc si à la limite, il nous l'avait présenté, si on nous avait parlé de lui ces dernières semaines, ok. Et encore une fois, on a ce problème de construction dont je parle tout le temps. Quand je fais des reviews de la WWE, on revient toujours sur ça. Les storylines sont mal construites, les angles sont mal construits. Donc voilà, honnêtement, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de la victoire de Mansour. D'ailleurs, je vais mettre un sondage à l'écran, je vais mettre un sondage en haut de l'écran. Dites-moi si vous avez aimé ou si vous n'avez pas aimé la victoire de Mansour hier soir. Et donc on passe au main event. Le main event entre Goldberg et The Undertaker. Alors honnêtement, c'était une catastrophe. Et sachez que ce sont 2 de mes catcheurs préférés, donc il faut comprendre que quand je dis ce genre de choses, ça ne me fait pas plaisir. Mais il faut savoir être réaliste, comme je l'ai dit plus tôt dans la vidéo, et surtout il faut pas chercher des excuses à des personnes qui n'ont aucune excuse. Car honnêtement là il faut être clair, pourquoi est-ce que The Undertaker et Goldberg sont là ? Parce qu'ils voulaient un gros chèque. Et en gros, comme je vous l'avais dit dans ma vidéo prono, ce match aurait pu être génial s'il avait duré juste 3-4 minutes et si ça avait été un enchaînement de séquences de finisher en gros. Mais hier soir, il s'est passé quelque chose que je n'aurais même pas pu prévoir. J'avais jamais pensé à ce scénario catastrophe et pourtant j'avais pensé à tous les scénarios possibles. Donc en gros, ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu le droit à un début de match basique et au bout de 3-4 minutes, il y a eu une catastrophe. En fait, à un moment, The Undertaker était dans le coin et à ce moment-là, Goldberg a couru vers lui pour lui porter un coup d'épaule dans le coin de ring. Et comme vous l'avez déjà sûrement vu des milliers de fois si vous regardez du catch, The Undertaker s'est enlevé et à ce moment-là, Goldberg a foncé dans le poteau de coin de ring et donc il a fait semblant d'être assommé comme tous les catcheurs le font. Sauf que problème, Goldberg courait trop vite et en fait il s'est réellement cogné contre le poteau de coin de ring et du coup il est tombé direct KO. Si jamais vous regardez le show à nouveau, vous pourrez regarder les images. En fait Goldberg se cogne réellement et à partir de ce moment-là il est dans les pommes. Il est suspendu sur les cordes et en fait il essaye de se relever, il essaye de continuer le match parce qu'on est tout de même dans le main event. Mais honnêtement il a pris la pire décision de sa vie parce que clairement Goldberg n'était pas en état de continuer le match. Il a sûrement subi une commotion cérébrale à ce moment-là et du coup en fait il n'aurait pas dû continuer. Mais justement c'est connu en fait quand tu subis une commotion cérébrale,
tu ne sais plus trop quoi faire, tu ne peux plus vraiment prendre de décisions rationnelles, et en gros, toi, tout ce que tu vas vouloir faire, c'est continuer le match, parce qu'en fait, tu ne te rends pas réellement compte que tu es blessé. Et donc, il pissait le sang, il s'était réellement ouvert le front. Il faut savoir qu'il ne s'est pas ouvert tout seul, c'est bien le choc contre le poteau qui lui a ouvert le crâne. Et donc, par rapport à cette situation, il faut savoir que Goldberg a tweeté après le show hier soir. Il a fait un tweet où donc il a bien confirmé qu'il s'est mis KO tout seul et qu'il s'excuse auprès des fans, car en fait il n'aurait pas dû continuer le match, mais il a pris la mauvaise décision. Et donc à partir de ce moment-là, en fait le main event est devenu une catastrophe, parce qu'en fait Goldberg n'était pas en état de combattre, et du coup il avait beaucoup de mal à porter des prises assez basiques. Et donc là en gros, pour terminer le match, on a eu le droit à 3 gros botches. Donc d'abord Goldberg, qui n'était clairement pas en état de continuer le match, a essayé de porter son finish, le jackhammer sur l'Undertaker. Donc il a mis l'Undertaker en position de souplesse, mais en fait Goldberg n'arrivait pas vraiment à tenir sur ses jambes. Donc dès qu'il a soulevé l'Undertaker, il a commencé plus ou moins à s'écrouler, et donc il a fait tomber The Undertaker directement sur sa nuque, l'une des choses les plus dangereuses dans le monde du catch. Honnêtement, il a tout simplement failli paralyser The Undertaker lors de cette prise. Et donc à ce moment-là, tu entendais les deux catcheurs se parler, tu as entendu Goldberg demander à l'Undertaker s'il allait bien, et tu commençais à voir que l'Undertaker était un petit peu énervé, il ne savait pas quoi faire. Ensuite, on a également eu le droit à un Tombstone Piledriver de The Undertaker sur Goldberg, et honnêtement, The Undertaker tenait Goldberg assez bas lors de la prise, ce qui fait que la tête de Goldberg était à 1 mm de toucher le ring. Et selon certains angles, on dirait même qu'elle touche le ring, mais honnêtement, je pense sérieusement que c'est plus un effet d'optique qu'autre chose, et en fait, avec la vitesse plus le mouvement, on a réellement l'impression que la tête de Goldberg a touché le ring, mais ce n'était pas le cas, ou alors il a touché le ring, mais très légèrement. Parce que sachez que si The Undertaker avait réellement botché la prise, et que Goldberg était réellement tombé sur sa tête et sur sa nuque, eh bien tout simplement, il serait à l'hôpital actuellement avec des cervicales cassées. Donc honnêtement, le Tombstone Piledriver de The Undertaker, j'appellerais pas vraiment ça un botch, parce que j'ai pas l'impression qu'il l'a botché, et à la fin du match, c'est Goldberg qui voulait porter un Tombstone sur The Undertaker, mais au moment où The Undertaker voulait contrer et porter un second Tombstone, Goldberg s'est effondré à nouveau, il n'arrivait vraiment plus à faire les séquences qui étaient prévues. Et donc clairement, vu le timing et la construction du match, en fait à ce moment-là, le Tombstone qui était censé faire The Undertaker était sûrement le dernier Tombstone du match, et il était censé remporter le match. Mais vu que Goldberg est tombé au sol, au final The Undertaker a improvisé, il lui a dit de se lever et lui a porté un chokeslam, le pire chokeslam de tous les temps d'ailleurs, encore une fois parce que Goldberg n'a pas pu l'aider, il n'a pas pu sauter, et du coup il était totalement en mode poids mort, feuille morte, donc on a eu le droit à un chokeslam horrible, The Undertaker qui court Goldberg, 1, 2, 3... et fin du match. Donc voilà, honnêtement c'est triste et c'est dommage. C'est dommage parce qu'en fait Goldberg n'avait pas à être dans un ring hier soir. Honnêtement je suis aussi très fan du type, mais je veux dire se blesser aussi bêtement en rentrant dans un poteau, alors que c'est une séquence de base que tous les catcheurs savent faire, et du coup gâcher le main event du show à cause de ça, c'est vraiment dommage. Et d'ailleurs après le match on pouvait le voir dans les yeux de l'Undertaker, quand The Undertaker s'est relevé et que la caméra était sur lui, il avait l'air clairement dégoûté et déçu du match. Une solution très simple honnêtement, ça aurait été d'amener ces deux catcheurs, mais de ne pas les mettre l'un face à l'autre en fait, de les mettre plutôt face à des jeunes catcheurs qui peuvent prendre des risques, qui peuvent prendre des bumps, ce qui fait que ça améliorerait la qualité des matchs, et du coup en fait on ne verrait pas les points faibles de The Undertaker et Goldberg, parce qu'ils seraient masqués et cachés par les qualités de plus jeunes catcheurs. Donc voilà, honnêtement c'est tout ce que j'ai à dire par rapport à ce show, je ne vais pas plus m'étaler. Maintenant j'ai envie d'avoir votre avis dans les commentaires, dites-moi ce que vous avez pensé de WWE Super Showdown, dites-moi ce que vous avez pensé de ce main event, et d'ailleurs une autre chose que j'ai oublié de préciser, mais au final on n'a jamais revu Brock Lesnar, il n'est même pas venu attaquer Kofi Kingston après son match, donc je vous avoue que j'ai été un petit peu déçu aussi à ce niveau-là. Et voilà, s'il vous plaît, ne me faites pas la morale parce que j'ai trop critiqué la WWE ou je ne sais quoi, c'est mon avis perso, et maintenant je vous donne l'occasion de donner votre avis dans les commentaires. Comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Et donc il faut savoir que je vais passer toute la nuit à faire le montage de la deuxième partie de l'interview de Jon Moxley parce que je vous l'ai promis. Donc normalement, si tout va bien, elle sortira demain, c'est-à-dire dimanche soir. Ciao tout le monde!